Salut à tous, c'est Loïc, bienvenue dans le carré, bienvenue pour ce nouveau numéro. Aujourd'hui j'accueille quelqu'un qui a un petit peu révolutionné la manière de voir le poker au travers du prisme physique et mental. Quelqu'un qui s'occupe aujourd'hui de la meilleure team de France, voire une des meilleures teams du monde. J'accueille Stéphane Matteux. Stéphane, bonjour. Salut Loïc. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de me recevoir. Avec plaisir. Alors Stéphane, tu n'es pas un joueur de poker, en tout cas pas à proprement parler. C'est pas pour ça qu'on te connaît dans le milieu du poker. On te connaît pour travailler pour Winamax. Alors, tu as démarré plus, on va dire, comme coach mental, sportif, tu dirais quoi? C'est compliqué. Bon, j'ai démarré comme manager, ce que je suis aujourd'hui. Mais c'est vrai que j'avais plusieurs casquettes à l'époque, enfin des casquettes plus nettes qu'aujourd'hui. Il y avait notamment une casquette coaching sportif, puisque j'ai commencé avec Elki, et ce qui a été très médiatisé au début, c'est le fait qu'on faisait du sport, parce que ça n'existait pas vraiment dans le milieu du poker. Donc voilà, il y a beaucoup de gens ont retenu le côté coaching sportif et m'ont donné un petit peu cette étiquette de coach sportif. Il y avait aussi de l'accompagnement, donc coaching mental. Et puis aussi, il y avait surtout du management qui est aujourd'hui toujours l'essentiel de mon activité avec Winamax aussi. Oui. Alors justement, tu as été un précurseur par rapport à ça, puisque comme tu dis, tu as été le premier, entre guillemets, qui a mis une vraie notion, on va dire, sportive et de bien-être dans la compétition qu'est le poker. Comment t'es venu l'idée, tout simplement? Alors comment, ouais, bon, c'est une histoire assez longue, mais en fait j'ai découvert le poker par hasard. J'habitais à Las Vegas, c'était en 2005, et j'ai fait la rencontre de Gus Hansen, qui est devenu un très bon pote, par le biais du tennis, puisque moi c'était ma première vie. Et donc pour la faire assez courte, je me suis intéressé, j'ai découvert le monde du poker grâce à Gus, donc il m'a emmené sur des tournois, sur des parties de cash game, etc. Et puis comme on passait beaucoup de temps ensemble, qu'on échangeait beaucoup, moi j'ai vu assez vite pas mal de similitudes avec le monde que moi je connaissais bien, qui était le monde du sport et du tennis notamment. Et puis je me suis dit assez rapidement, mais en fait il y a plein de trucs qui se ressemblent, il y a plein de similarités. Et l'autre constat que j'ai fait, c'est qu'en 2005, il n'y avait absolument rien en place, il n'y avait aucune structure, les joueurs pros même, bon ils étaient pros mais il n'y avait aucune préparation, rien du tout. Et voilà, j'ai eu l'idée en fait en mettant ma connaissance antérieure du tennis, je dirais, et en découvrant ce monde du poker, je me suis dit, je pense qu'un mec comme moi peut apporter peut-être quelque chose à des joueurs parce que je sais comment un petit peu se préparer, je peux aider un mec à se structurer un peu plus et à optimiser sa carrière. Donc voilà comment m'est venue l'idée en fait. Est-ce qu'à ce moment-là, tu es joueur déjà? Enfin, je veux dire, tu étais un joueur... Alors non, en 2005, je connaissais rien du tout au poker. Le jour où j'ai rencontré Gus, je savais rien du poker, même pas les règles ni rien. Donc je m'y suis intéressé bien sûr, je pense que j'ai chopé le virus un peu comme tout le monde qui est dans ce milieu-là. Donc j'ai commencé à jouer aussi, puis j'ai rencontré d'autres joueurs, notamment je suis devenu très proche avec Fabrice Soulier qui était à Vegas aussi, on habitait ensemble. Donc lui aussi m'a appris, j'ai commencé à jouer sur internet pas mal, voilà, bon, c'est comme ça que j'ai commencé à jouer. Mais c'est vrai que jusqu'à ma rencontre avec Gus, j'avais aucune notion de poker que ce soit. Est-ce que tu penses que tu aurais pu devenir joueur pro? Je crois pas, non. Je crois pas parce que il y a une notion qui est très difficile et bon, je travaille là-dessus avec mes joueurs énormément, c'est la notion d'injustice dans le poker qui est due donc à la variance, qui n'existe pas dans le sport. Moi j'étais joueur de tennis, sur une carrière entière j'ai perdu peut-être 2 matchs à cause de la variance, à cause d'un let ou d'un truc comme ça, mais bon, sur la plupart du temps au tennis c'est le meilleur des deux qui gagne, quoi. Au poker, ça arrive très souvent que ce ne soit pas le meilleur joueur qui gagne, en tout cas pas celui qui a pris la meilleure décision qui gagne. Donc ça, je crois que moi, en tout cas avec le parcours que j'ai eu, j'aurais pas pu l'accepter au quotidien dans une vie de joueur de poker pro. Et comment tu arrives à le faire accepter tes joueurs, ça? Alors j'arrive à le faire accepter à mes joueurs parce qu'on en parle beaucoup, ça fait partie de l'accompagnement plus coaching mental, j'ai envie de dire, dans la détermination des objectifs. Et puis dans le fait aussi de leur faire accepter simplement que si eux, ils ont choisi cette vie-là, eh ben, il faut qu'ils acceptent que la variance fait partie de cette vie-là et que c'est un paramètre tout autant qu'au tennis, un let ou une faute d'arbitrage peut être un paramètre avec des degrés d'importance qui sont différents, mais ça fait juste partie du jeu. Donc moi très souvent, c'est des conversations que j'ai eues avec pratiquement tous les joueurs avec qui j'ai pu bosser, mais en gros on en arrive à la conclusion que s'ils ne sont pas prêts à accepter la variance, ben, il faut peut-être se poser la question si c'est vraiment au poker qu'ils veulent jouer, parce que la variance ça va toujours être là au poker. Donc, on entend parler de toi par rapport à tout ça, par rapport à l'équipe, par rapport à ton travail, et puis tu rentres chez Winamax.
Comment se fait la rencontre entre toi et Winamax? Alors comment ça se fait? Donc j'ai commencé en 2008 avec Elki, on a bossé donc 1 an et demi ensemble, ça s'est passé super bien, hein. C'est pour ça aussi qu'on a été assez médiatisé. Et puis donc en 2010 à l'EPT Deauville, Wina en fait avait plus de team manager puisque c'était Julien Brécard qui était là avant mais qui était parti depuis quelques mois. Donc du coup l'équipe c'était un petit peu compliqué forcément, ils étaient à l'époque 14 et sans manager et sans une personne vraiment attitrée pour faire ça, ils avaient un petit peu du mal. Donc j'ai rencontré à l'époque Canel Frichet et donc elle m'a parlé un petit peu de ce projet, elle m'a dit voilà est-ce que ça t'intéresserait de faire ça. Je t'avoue que sur la première approche, moi j'étais bien avec Elki, ça se passait super, c'était très bien. Et puis au fil de la conversation et puis des échanges, je me suis dit mais finalement ça peut être un défi vachement sympa aussi. Parce que maintenant, ça serait essayer de répliquer ce que j'ai fait avec Elki, mais à l'échelle d'une équipe, avec beaucoup plus de personnalité et puis avec tous les nouveaux paramètres que ça implique, qui sont très différents de coacher simplement une personne ou de manager simplement une personne. Donc voilà, j'ai commencé à y réfléchir, je me suis dit qu'il y avait beaucoup de choses que j'aimais finalement par rapport à cette idée. Et puis voilà, ça a mûri dans ma tête et finalement j'ai décidé de partir dans l'aventure avec eux et on a commencé en mai 2010. Donc. Tu parles d'Elki, tu parles de Gus, aujourd'hui, tu parles de Fabrice, aujourd'hui tu es encore en contact avec ces gens-là, tu travailles encore avec eux? Alors je travaille plus avec eux, Elki, on travaille plus, on s'est arrêté en très bon termes, hein, mais c'est vrai qu'on ne bosse plus ensemble depuis que je suis chez Winamax, ça occupe largement tout mon temps. Gus, je suis en contact de loin, c'est vrai qu'on s'est pas mal éloigné au fil du temps. Lui, il est parti en plus, d'abord beaucoup plus dans le monde du high stakes, donc il jouait beaucoup moins de tournois qu'auparavant. Donc voilà, aujourd'hui on est en contact assez éloigné, on se croise une fois de temps en temps, on s'envoie un texto, il va pas super bien là, depuis quelques mois. Tout le monde est au courant qu'il a perdu des sommes colossales, que le deal avec Full Tilt s'est arrêté, etc. Donc ça va moyen pour lui, on est moins en contact qu'avant. Et Fabrice, je suis très très proche de lui toujours, pour le coup on se voit tout le temps, on se parle régulièrement, on est toujours très très amis. Quand tu vois justement, entre parenthèses, on dirait un peu la chute de Gus, toi tu penses que c'est aussi peut-être en partie parce que il n'y a pas ce travail que peut-être il faisait avant avec toi ou... Alors, avec Gus, on n'a jamais travaillé officiellement ensemble. Ouais. On a échangé beaucoup pendant presque 1 an. Il m'a demandé à l'issue de cette année-là, c'était en 2005, de le manager justement. Mais il se trouve que j'avais accepté un autre boulot donc à Vegas à l'époque, donc j'ai pas pu le faire avec lui. Est-ce que ça aurait aidé? Je pense, ouais, probablement ça aurait aidé d'être un peu mieux structuré. Cela dit, il a eu une structure aussi de management avec son beau-frère, etc., qui gérait son business. Il n'a pas une vraie structure de coaching autour de lui par rapport à sa gestion de sa bankroll, de sa préparation, toutes ces choses-là. Je pense qu'effectivement, il y avait beaucoup de choses qui pouvaient être mieux faites dans son approche de tout ça. Maintenant, voilà, moi je suis personne pour dire que ça se serait passé mieux ou moins bien, j'en sais rien. Il s'est passé ce qui s'est passé. Aujourd'hui, c'est difficile pour lui. Ça ne veut pas dire que demain il ne va pas revenir et puis de nouveau être très performant. Donc voilà, c'est une question, c'est difficile pour moi de te donner une réponse, tu vois, j'en sais rien. C'est clair que ça aurait été une belle aventure d'essayer de bosser avec lui à l'époque. Ouais. On revient sur Winamax, donc tu arrives, la première difficulté à laquelle tu te confrontes? Alors la première difficulté, ça a été que du coup les joueurs ils n'avaient plus de manager depuis pratiquement 1 an. Et quand je suis arrivé, j'ai eu du mal en fait à gagner leur confiance, tout simplement parce qu'ils me voyaient arriver un peu comme le flic, c'est-à-dire qu'il allait être là pour leur dire qu'il faut faire ci, il faut faire ça, qu'il allait être par-dessus leur épaule toute la journée. Donc j'ai eu ça a mis du temps. Ouais. Il y avait ça et puis il y avait la gestion un peu des égos, des personnalités, puisqu'on avait quand même donc 14 joueurs à l'époque, avec beaucoup de joueurs avec de très fortes personnalités. Donc ça c'est vrai que essayer de créer un esprit de cohésion et de rassembler toutes ces personnalités, ces individualités autour d'un même projet, ça a été ça le vrai défi, en tout cas la première année je dirais. Ouais. Et alors on trouve comment les clés justement pour arriver à les convaincre? Moi j'en suis arrivé à la conclusion que c'était certainement pas en forçant les choses que ça allait bien se passer, donc moi mon rôle ça a été d'essayer de mettre petit à petit des process en place pour le fonctionnement du team.
de faire mon taf le mieux que je pouvais, de leur montrer que j'étais là pour les aider et pas pour les emmerder. Et puis voilà, moi je suis parti de ce principe-là qu'au bout d'un certain temps, si les joueurs réalisaient que voilà, que j'étais là plus pour les aider, que j'étais avec eux et non pas contre eux, la confiance allait s'installer naturellement. Et donc voilà, donc je me suis attelé à ça, je me suis dit bon ouais, j'ai essayé de réfléchir à qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce que je peux leur apporter, et en les accompagnant et sans jamais forcer la confiance, sans jamais imposer vraiment, et j'ai pas voulu être directif parce que je me suis dit que c'était la pire chose à faire, c'était d'aller au conflit avec eux en arrivant dans les circonstances où je suis arrivé, quoi. Tu dis 14 joueurs, presque trop. 14 joueurs, c'est vrai que c'était très très dur. Enfin, même en management, bon, pour avoir étudié ça, on dit souvent qu'au-delà de 7 ou 8 personnes, ça devient très compliqué de gérer un collectif. Et là, t'en as le double, là. Là, j'en ai presque le double, ouais. Donc oui, c'est clair que c'était compliqué. Bon, après, au fil du temps, il s'est passé pas mal de choses. Il y a eu des départs, il y a eu quelques départs. Est-ce que justement pendant ces années où ça a beaucoup bougé, toi il y a eu des départs ou des arrivées où finalement t'étais pas forcément d'accord avec le choix de Winamax? Non, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se sont faites enfin, plus ou moins naturellement. C'est-à-dire que donc, il y a eu pas mal de départs qui se sont faits pour des raisons personnelles de joueurs. Le dernier c'était Manu B, donc là, il y a un mois, il a annoncé ça. Donc voilà, il y a des moments où les joueurs se rendent compte que, que le poker c'est peut-être plus pour eux, qu'ils ont envie de passer à autre chose. Et puis il y a aussi peut-être une autre raison, je pense, qui est que avec mon arrivée, moi j'ai essayé d'installer une vraie notion de professionnalisme dans toute l'approche en fait. Et ce qui est sûr, c'est qu'il y a certains joueurs qui n'étaient pas prêts à faire les efforts ou qui n'étaient pas prêts juste à avoir ce style de vie-là ou cette approche-là du poker. Et donc du coup, assez naturellement, en échangeant, je veux dire, encore une fois, chacun des départs s'est fait dans l'échange, il n'y a jamais eu de clash ou de conflit ou quoi que ce soit. Mais souvent, voilà, en échangeant, on s'est rendu compte qu'à un moment, les priorités ou les ambitions du joueur étaient plus forcément alignées avec celles de Winamax. Et que, bon, quand on en arrive là, clairement, c'est une relation quand même de sponsor à joueur. Il faut, si le sponsor se retrouve pas où il n'y a plus d'intérêt commun, c'est clair que la relation ne peut pas vraiment continuer, quoi. Donc il y a eu un peu de ça aussi. Ouais. Le côté, c'est vrai que j'ai installé pas mal de choses qui sont plus contraignantes entre guillemets en termes de travail ou de discipline que peut-être que ce qu'ils avaient vécu avant. Donc voilà. Il y a un joueur que tu n'as pas eu dans ta team et que tu aurais aimé avoir, qui a peut-être été dans une autre team ou... Ouais, il y a Elki. Ouais, Elki, ça aurait été top de l'avoir parce que bon, en plus lui on se connaissait déjà, on avait déjà bossé ensemble. Moi je garde que des souvenirs fabuleux bon, il y a eu des difficultés aussi, mais je veux dire sur l'ensemble de notre parcours ensemble, ça a été génial. Donc oui, il y a Fabrice Soulier, qui est encore une fois vraiment mon grand pote moi, depuis longtemps, et on n'a jamais eu l'occasion de bosser ensemble. Donc voilà, je me suis posé quelques fois la question. Maintenant, Fabrice il fait aussi son parcours, ça se passe super bien pour lui, et voilà, et tout va bien aussi. Donc voilà, et sinon d'autres joueurs, non, pas vraiment. Non, j'ai pas vraiment d'autres noms qui me viennent. T'as eu quasiment les meilleurs. J'ai eu la chance de bosser avec vraiment la crème de la crème, quoi, en passant avec tous les meilleurs, quoi, en tout cas tous les meilleurs français. Ouais. Alors justement, quand on entend que la team Winamax est considérée déjà largement comme la meilleure team qui est en France, mais aussi comme une des meilleures teams monde, voire parfois la meilleure team monde, ça fait quoi en tant que manager? Bah écoute, ça me rend très fier, quoi. Je suis très fier de faire partie de cette aventure-là, d'amener ce que je peux amener à tout ça, quoi. Et il n'y a rien d'autre à dire. Moi, quand je vois ce qu'on a fait depuis 4 ans, je veux dire, le team a toujours été très très performant depuis le début, hein, depuis qu'il a été créé en 2007. Maintenant, c'est clair que sur les 4 dernières années, on a gagné beaucoup de titres, on a gagné beaucoup de titres majeurs. Ça, c'est sûr que dans le poker, c'est assez rare pour que effectivement, ça soit une grande source de fierté, quoi. Et on l'a fait plusieurs fois, et puis surtout, on le fait avec les mêmes joueurs. C'est-à-dire, on recrute pas les joueurs après qu'ils aient gagné, c'est des joueurs qui étaient déjà là et qui finissent par gagner des tournois. Et ça, c'est clair que, ouais, en tant que manager, vivre ça, cette aventure-là, c'est fantastique, ouais. Tu as des rooms étrangères qui sont venus un peu prendre exemple sur vous, qui peut-être sont posés des questions pas vraiment, quoi. Pas vraiment. Je sais que bon, à l'époque, ce que je faisais avec Elki, bien entendu, on travaillait de très près avec PS, donc bon, ils savaient ce qu'on faisait. À une époque, ils avaient envisagé effectivement de créer peut-être une cellule où j'aurais managé quelques autres joueurs en plus de Bertrand.
Mais non, pour répondre à ta question, le modèle Winamax, je pense qu'il est vraiment unique. Je pense que Wina, pour le coup, c'est vraiment pour moi l'opérateur qui donne le plus de moyens à ses joueurs d'être performants. Et bon, ça, c'est vraiment, je crois, une de leurs grandes qualités. Hein, je veux dire, que ce soit au niveau du Team Pro, mais au niveau de leur business en général, ils prennent vraiment, ils donnent ce qu'il y a de mieux, ils essayent de vraiment d'aller chercher les meilleures compétences dans chaque domaine. Et donc clairement, voilà, une structure comme ça, avec tout l'encadrement qu'il y a, avec un manager. Donc aujourd'hui, moi j'ai aussi amené un coach mental, Pierre Gauthier. On a toute une équipe derrière, entre les vidéastes, les reporters, tous les gens de la com et tout ça. Et donc vraiment, on met nos joueurs dans vraiment les meilleures conditions possibles pour être performants. On les accompagne, on les guide, on les soutient. Et ça, je pense que c'est vraiment unique. Je crois que ça existe nulle part ailleurs, quoi. En tout cas, un suivi aussi puissant. Ouais. Est-ce que justement l'échec de Ludovic d'un bracelet au WSOPE et Sylvain qui passe tout près, ça fait partie de tes plus grosses déceptions, toi? Ou des moments les plus tristes, du moins? Ouais, bah, c'est des moments tristes. De toute façon, c'est sûr qu'on est. Bon, moi, je suis un compétiteur dans l'âme. Hein. Toute ma vie, la compétition, c'est vraiment ça guide mon parcours. Donc bien sûr, quand tu gagnes pas, en tant que coach ou que joueur, pour moi c'est difficile de finir deuxième. Je pense que deuxième c'est la pire place possible d'ailleurs. Maintenant ça fait partie, j'ai envie de dire, ça fait partie de ce jeu-là, ça fait partie de la compète aussi. Si on n'est pas prêt à accepter de perdre, on peut pas faire de compète, surtout dans le poker où on gagne quand même très rarement. Donc voilà, bien sûr, alors, oui, c'est des grandes déceptions, mais c'est aussi des gros apprentissages, des grands apprentissages. Je sais que Ludo, de cette deuxième place, je pense qu'il en a appris beaucoup. La quatrième place, l'expérience de la TF des World Series avec Sylvain, ça a été pour tout le monde un enrichissement, j'ai envie de dire, incroyable, avec Ludo, Laquet aussi qui était là, et Davidi qui était là pour le coacher techniquement. Tout ce qu'on a pu vivre aux côtés de Sylvain, c'est aussi une expérience merveilleuse. Et au-delà juste de l'expérience, ça apporte une vraie expérience en tant que moi, dans mon rôle de manager, d'avoir vécu ça. C'est clair que j'ai la chance de vivre ça. Il n'y a pas beaucoup de gens dans ma situation qui ont pu vivre la même chose. Ouais. Quand vous êtes justement à Vegas pour sa TF, j'ai envie de dire, bon, vous y croyez forcément, mais je veux dire, jusqu'à quel point? Est-ce qu'à un moment donné, la pression fait que vous soyez fermé dans un cocon, ça t'aveugle un peu ou pas? Non, alors moi pour le coup j'ai une position plus en recul, tu vois, parce que en tant que manager, s'il y en a un que ça devrait pas aveugler, c'est moi a priori. Maintenant pour répondre au début de ta question, clairement l'objectif quand on est là c'est de gagner. Hein. Je veux dire, du moment où on a commencé le boulot avec Sylvain de préparation, ça a duré plusieurs mois, hein. On a fait 3 mois vraiment intensifs de presque version commando, tu vois, avec des coachs techniques, avec moi qui faisais la préparation physique, avec Pierre Gauthier qui s'occupait du mental. Il y avait vraiment toute une équipe, une structure, et c'est clair que l'objectif, on ne s'est jamais menti, c'était de gagner, quoi. Donc je ne dirais pas que ça aveugle, mais effectivement ça occupe l'esprit de tout le monde, et je pense que c'était, en tout cas c'était derrière la tête de tout le monde que l'idée c'était ça. Et d'ailleurs quand ça s'est terminé, le moment où il buzz du tournoi, c'est un sentiment très bizarre, parce que tu te dis, il a fait 4e du plus gros tournoi du monde, il prend une fortune. Et en même temps, tu as l'impression qu'il n'y a plus rien, quoi, parce que voilà, nous on était tellement en mode, on voyait que la première place, que ça s'arrête de manière très brusque, et que d'un seul coup tu te dis merde, qu'est-ce qui s'est passé, tu vois. Mais bon voilà, au-delà de ça, c'est quand même, ça reste une aventure incroyable. Toi finalement, tu dirais quoi par rapport à ce que tu as apporté au final en tout ça? Il y en a beaucoup qui pensent que tu as quand même été, au-delà d'être un précurseur, que tu as un peu révolutionner la façon de voir le poker, parce que tu as mis tout un aspect professionnel, sérieux, prendre soin de soi, prendre soin de son corps, etc. Toi, tu en dirais quoi de ça? Bah, je pense que moi, là où j'ai eu une vision un peu différente, c'est que je pense que j'ai été un peu précurseur, pour reprendre le terme que tu disais avant, c'est que j'ai eu, bon, alors après c'était aussi un peu, pas un pari, mais presque, quoi. C'est que moi, en découvrant ce jeu-là, je suis parti du postulat que le poker de haut niveau, le poker pro, c'était comme du sport. Donc voilà, ça c'est clairement le débat éternel et sans fin, et où personne finalement n'aura jamais raison ou tort. Il n'y a pas de vrai ou pas vrai. Maintenant, moi je suis parti de ce postulat
voilà, de ce constat en me disant ce jeu-là, si on le traite comme un sport professionnel, donc avec tout ce que ça comporte, tout l'encadrement, et ben on peut aider les mecs. Donc voilà, j'ai fait ce pari. J'ai eu la chance de pouvoir aussi le structurer grâce à, je pense notamment à Jacques Zalchik qui m'a aidé à organiser le truc au tout début avec Elki. Et puis bien sûr à Wina qui m'a donné beaucoup de moyens pour essayer de concrétiser les idées que j'avais, la vision, par exemple faire des séminaires pour les joueurs, toutes ces choses-là. Donc oui, ça c'est clair que avant que je démarre ça et que j'ai la chance de pouvoir démarrer ça, ben, personne n'avait avait eu ce truc-là. Et il se trouve que cette vision s'est avérée juste au fil du temps, puisque aujourd'hui, ben, oui, ça s'est fortement professionnalisé et que voilà, moi j'ai eu la chance d'avoir un peu cette vision avant les autres. Et donc de démarrer le boulot avant les autres, et donc du coup bah, de prendre un peu d'avance sur les autres. Tu dis finalement, donc bon, avec le temps ça t'a prouvé que tu avais raison, est-ce qu'à un moment donné tu as failli abandonner en te disant là je me trompe, ou parce que les joueurs répondaient pas à tes attentes, parce que est-ce qu'à un moment donné tu as eu un peu... Ah ouais, j'ai eu plein de doutes, à plein de moments du parcours, tu vois, ouais c'est compliqué, hein, je me souviens très bien du tout début quand j'ai commencé, à l'époque donc j'étais avec Elki, Jacques et Rémi Biéchel, et c'est clair que le tout premier tournoi sur lequel j'ai accompagné pour le coup c'était juste Rémi et Jacques. Les gens me regardaient comme des illuminés, quoi. Mais qu'est-ce qu'il fout là, celui-là? Et donc quand on leur expliquait ce que je faisais, tout le monde était à moitié mort de rire. Donc c'est clair que ouais, ça c'est le genre de truc, il faut que la conviction soit forte, tu vois, pour continuer là-dedans. Après, ça s'est bien passé vite, je pense que j'ai eu aussi cette chance-là, c'est que voilà, Elki a eu des résultats très vite, Rémi aussi d'ailleurs. Et du coup, bon, moi ça m'a tout de suite un peu conforté un petit peu dans mes convictions. Et puis les gens ont commencé à s'y intéresser, et puis du coup il y a eu vraiment un effet boule de neige positif. Cela dit, des doutes il y en a toujours, j'en ai eu aussi avec Wina. La première année, comme je t'expliquais, a été difficile. Avant que les mentalités commencent un petit peu à bouger, avant que je sente que les joueurs adhéraient un peu plus à ce que j'essayais à ce que je suggérais. Et donc oui, il y a eu des doutes, il y a tout le temps des doutes. Après voilà, les doutes font que quand le succès arrive, ça n'en est que plus fort. Tu vois, mais bon, le doute, il existe toujours, bien sûr, c'est une remise en cause, en question permanente. Tu parles de Rémi, tu parles d'Elki, tu parlais de Gus. Pour des raisons différentes, ces trois personnes aujourd'hui sont, on va dire, un peu dans le creux de la vague. Alors Gus, c'est des pertes assez colossales. Elki, ça fait plutôt, on va dire, 1 an et demi qu'il n'a pas fait un vrai beau résultat alors qu'on s'était habitué à ce qu'il soit une perf incessante. Et puis bon, Rémi, malheureusement, c'est le fisc. Est-ce que c'est aussi ça un peu le revers du poker, c'est-à-dire quand ça va mal, ben souvent ça va très mal? Oui, j'ai envie de dire oui, mais je pense que, enfin pour le coup, tu vois, en pensant à plusieurs cas, il n'y a pas que eux, hein, je pense à pas mal de joueurs qui ont un petit peu disparu de la scène. Bon, c'est quand même moins le cas d'Elki, hein. Elki ça va quand même s'il y a moins de résultats qu'à une époque, mais je crois surtout que ce qui est important en fait, c'est dans le poker, c'est vraiment j'en parle souvent avec mes joueurs, c'est qu'ils parlent tout le temps de V dans les prises de décision, mais il y a aussi une notion de V dans la gestion de la carrière. Et ça, je trouve que trop peu de joueurs en sont conscients. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui vivent leur carrière un peu au jour le jour en se disant ah, je vais gagner. Alors oui, ils peuvent gagner des fortunes et tout ça, mais sauf qu'une carrière, dans n'importe quelle discipline, ça ne dure pas 2 mois ou 1 an. Peut-être qu'un mec qui gagne le main event et qui ne rejoue plus jamais au poker, lui peut s'arrêter là tout de suite. Mais la plupart des joueurs, ils ont envie de durer dans le temps. Et le constat, c'est que pour durer dans le temps, il faut avoir une structure, il faut avoir une certaine discipline quand même, parce que sinon, je veux dire, dans n'importe quelle discipline, je connais personne qui a duré en n'ayant pas une vraie structure autour de lui, quoi. C'est aussi simple que ça. Tu le vois comment ton métier dans l'avenir? Aujourd'hui, tu disais que les contours sont un peu plus flous. Moi, je te vois depuis un an qu'on se connaît un peu. Aujourd'hui, on a l'impression que tu es moins, entre guillemets, dans le sportif, plus voilà, le vrai manager brut, quoi. Quand je dis brut, c'est-à-dire au sens financier, projection à long terme, etc. Ouais, alors c'est clair qu'aujourd'hui mon rôle a évolué. En partie, je pense parce que ce qui m'a pris beaucoup de temps au début, c'était de mettre un peu des process en place et puis d'installer un petit peu une structure et une forme de discipline en fait au sein du team dans la façon de gérer pas mal de choses. Donc ça a pris beaucoup de temps et d'énergie au début. C'est vrai qu'aujourd'hui, je touche du bois, ça fonctionne bien, les joueurs ont pris le pli, moi je les connais bien aussi, donc on a appris tous à bien travailler ensemble, donc ça c'est optimisé et ça marche bien.
Donc du coup, c'est vrai que mon rôle, moi, il est moins... alors le coaching sportif aussi, pour reprendre ça, moi je crois toujours hein, que le sport, c'est quelque chose de très bénéfique pour le poker. Maintenant, je pense qu'on est arrivé... Je pense que la plupart des joueurs en sont conscients. Bon, ils le font plus ou moins à leur façon, on ne parle pas non plus d'athlètes de haut niveau, hein, mais voilà, donc l'hygiène de vie, les joueurs ont commencé vraiment à conscientiser ça depuis assez longtemps maintenant. Je pense qu'on est un peu à la V2 de ça, dans le sens où ça devient plus important maintenant, une fois que ça c'est acquis, l'hygiène de vie est importante, le sport aussi. La V2 c'est le coaching mental, c'est-à-dire déterminer ses objectifs, savoir pourquoi on joue, etc. Cet accompagnement-là devient très très important. Et effectivement, comme tu dis, après il y a toute la gestion de faire tourner la logistique de tout ça. Donc, aujourd'hui, effectivement, mon rôle, moi, évolue parce que ça devient plus m'assurer que ça continue de fonctionner. Et surtout, là, moi, ce que je vois aujourd'hui comme mon défi dans mon rôle, c'est de maintenir cet équilibre. On a depuis, je dirais, 2 ans et demi, vachement de réussite au sein du team, beaucoup de succès, on a gagné beaucoup de choses. Bon, je pense notamment à Davidi, qui est un chef de file incroyable pour le team. Et donc du coup, moi, mon rôle, c'est plus de maintenir cette dynamique qui est super positive et cette dynamique d'excellence et de maintenir cet équilibre qui reste toujours fragile parce que tu vois, quand tu as une équipe de 10 personnes, ça va très vite, ça peut très vite dérailler, tu peux vite perdre le fil ou le contact. Donc voilà, mon rôle aujourd'hui, c'est plus ça, c'est vraiment, je prends un petit peu plus de recul et puis j'essaye de voir comment maintenir cet équilibre, comment continuer à être performant et comment trouver encore de nouvelles façons d'optimiser tout ça, quoi. Ton moment le plus difficile dans tout ce que tu as fait? Dans le poker? Ouais. C'est compliqué comme question. Mon moment le plus difficile, j'ai envie de dire, je vais revenir à c'est quand Sylvain est éliminé du main event, parce que c'est un peu un... Malgré tout, même si tu as le recul, quand tu arrives à 4 joueurs du main event, tu es là, tu y crois, quoi, tu vois, tu es à fond, il est en contention pour gagner, et quand ça s'arrête, c'est difficile parce que tu as l'impression que tout s'arrête d'un coup, quoi. C'est vraiment, tu as l'impression que ça passe du rêve qui est là, que tu peux presque attraper au vide, quoi. C'est boum, tu vois, la dernière carte sort et il est éliminé, il se lève, il prend ses affaires, on s'arrête. Et là, c'est waouh, et maintenant, qu'est-ce qui se passe, quoi, tu vois. Donc ça, c'est... Après, ça dure... Enfin, tu vois, c'est un moment difficile qui est très fort, mais qui dure pas si longtemps que ça, parce que tu vois, dès le lendemain, on a débriefé, on est reparti, on a... Tous ensemble, on a redéterminé les objectifs et puis on s'est remis au boulot et puis la vie continue. Hein, c'est aussi, voilà, c'est la nature de ce qu'on fait, quoi. Et ton moment le plus difficile pour toi, entre guillemets, personnellement? Un ras-le-bol ou une grosse déception personnelle? Par rapport à tout ça, j'ai eu un moment... ouais, je me demandais vraiment si ça valait, si ce que je faisais servait à quelque chose. Ça faisait à peu près un peu plus d'1 an que j'étais chez Wina, tu vois, et je sentais que c'était long, je ramais, j'avais du mal, j'avais l'impression que les joueurs comprenaient pas bien ce que j'essayais de faire, et puis des fois, moi j'essayais de faire passer les messages, mais j'avais l'impression un peu de pareil dans le vide, et ouais, donc ouais, là j'ai eu une période de flottement pendant je dirais peut-être... 2 mois où je me suis dit ouais, ça va vraiment être compliqué. Et puis Davidi a gagné, non, pour le coup ça faisait un peu moins d'1 an, ça faisait 11 mois, Davidi a gagné le WPT Invitational à Los Angeles. Et là j'ai l'impression que c'est comme si la machine s'était mise en route, tu vois. Mais c'est vrai que ouais, la première année, à la fin pratiquement de la première année avec Wina, c'était dur, ouais, c'était dur. Et ton meilleur souvenir personnel? Alors dans le cadre de ce que je fais, je t'avoue que j'en ai 3 qui me viennent là comme ça à l'esprit. C'est le premier probablement le plus fort parce que c'est le premier, c'est quand Elki a gagné le WPT Lago. Ça fait 3 mois qu'on bossait ensemble, tu vois, enfin août, c'est ça, août à octobre, 2 mois et demi qu'on bossait ensemble. Boum, il gagne ce truc-là qui est un truc énorme, où d'un seul coup, ça y est, bon, là maintenant il est établi comme vraiment une superstar, donc ça c'est clair que c'est un moment incroyable. Et après les 2 autres qui sont super forts, c'est Davidi quand il gagne Berlin, cette EPT-là, tout ce tournoi-là il est incroyable parce que chaque jour, il se passait des choses, il y avait des échanges le soir, on discutait de certaines choses qui sont revenues plus tard, des choses qui se sont passées au D1 ou en débriefant, on s'est rendu compte que ça lui a servi plus tard. Et
Puis la fin et puis le heads-up qui est Dans un ton truc jeu de martien complet, quoi. Moi, depuis que je fais ça, j'ai jamais vu un heads-up comme ça, où en gros on comprend rien du début à la fin de tout le heads-up, tellement c'est un niveau de folie. Et puis la victoire de Ludo à San Remo aussi, qui est super puissant, parce que comme je l'ai expliqué, Ludo ça faisait super longtemps qu'il était à la recherche de ce titre. Et puis là, il s'était donné les moyens, ça faisait 1 an qu'il était vraiment à fond et qu'il faisait tout ce qu'il fallait et qu'il était vraiment dans le juste. Après, c'est ça qui est dur dans le poker aussi, c'est que c'est pas forcément parce que tu fais tout bien que tu vas avoir le résultat. Mais pour le coup, là, avoir ça et cette récompense-là et qu'ils finissent par gagner, c'est vivre ça. Voilà, ça c'est pour moi, c'est les 3 moments qui sont super forts, parce que c'est un partage. Je me dis, je vais vivre ça avec ce mec-là aux côtés de ce joueur-là, c'est génial. Ouais. Et si un jour ça s'arrête, tu repars faire quoi? Bah écoute, si un jour ça s'arrête, moi je fais du management maintenant depuis presque 15 ans. Tu vois, quand j'ai arrêté le tennis, j'étais coach pendant 6 ans, c'est une forme de management, en tout cas ça s'apparente de manière assez proche à ce que je fais aujourd'hui. Après j'étais manager dans l'immobilier, j'ai managé des gens, aujourd'hui je fais ça, maintenant ça fait 4 ans avec Wina. Est-ce que tu penses que tu retrouverais les mêmes sensations? Alors ouais, ça c'est sûr que retrouver un domaine où il y a autant cette adrénaline, moi aujourd'hui ce qui est génial dans mon boulot, c'est que il y a le côté business management qui est ce que je sais faire de mieux a priori, et puis il y a aussi le côté adrénaline, compète, le rush, gagner, ou les déceptions qui sont liées aussi à la défaite, etc. Mais ces sentiments-là, ces émotions-là, qui sont en fait les mêmes que dans le sport, j'ai la chance, en fait, grâce à mon métier, aujourd'hui indirectement, pas en tant que joueur, mais en tant que manager, de continuer à les vivre. Donc ça, pour moi, c'est ce qui est fabuleux dans mon métier, c'est que j'ai le meilleur des deux mondes, quoi. J'ai mon côté management, boulot, et puis en plus de ça, il y a aussi toute cette excitation qui vient de la compète et des gros enjeux. Tu vois les meilleurs joueurs du monde jouer les plus beaux tournois du monde. T'en coaches beaucoup. Est-ce que des fois le joueur il a pas envie aussi d'aller jouer? Est-ce que des fois tu te dis pas pendant tout un festival, j'aimerais bien aller jouer ce 300 balles là ou 500 balles là? Non, franchement, tu vois, c'est une question qu'on m'a beaucoup posée. Moi, je suis assez... j'aime bien jouer. C'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, ça fait longtemps que je suis là-dedans. Donc, quand j'ai un peu de temps libre, je t'avoue que je fais autre chose qu'aller jouer au poker. Maintenant, ça m'arrive une fois de temps en temps d'aller m'asseoir, de jouer un turbo, tu vois, un petit buy-in, un truc comme ça pour rigoler avec des copains. Mais clairement, pour répondre à ta question, non, ça ne me démange pas de jouer, parce que j'ai compris depuis le début, et c'est aussi un peu moi ma ligne de conduite, que ma place, elle est derrière les joueurs et elle n'est pas à la table, quoi. Dernière question, Stéphane. Quand tu arrêteras ou que tout s'arrêtera, t'as envie qu'on dise quoi de Stéphane Matteux comme homme et comme coach? Comme homme, ça c'est une question philosophique assez profonde. Moi, j'espère que les gens retiendront de moi quelqu'un d'intègre. Et puis comme coach, tout simplement, le rôle du coach pour moi c'est d'accompagner et puis d'aider les joueurs. Donc j'espère que les joueurs avec qui j'ai pu bosser pourront trouver quelques points sur lesquels ils se disent ça m'a aidé ce que Steph a fait ou ce qu'il a dit. Voilà, aussi simplement que ça. Merci Stéphane. Merci à toi. Et puis comme je dis, le meilleur pour l'avenir. On verra bien.